Donc ce soir, nous en sommes à la 19e séance de l'école de formation. Nous sommes le 9 novembre 2015. Voilà. Et nous allons parler des 70 ans de la sécurité sociale et surtout de ce qu'elle fait aujourd'hui et des perspectives auxquelles elle est confrontée. C'est cette année que nous fêtons la sécurité sociale, puisqu'elle a été créée en 1945 à la Libération. Ça faisait partie des revendications et du programme du Conseil national de la résistance. Ça a été porté plus ou moins sur les fonds baptismaux par Benoît Frachon et Gaston Mousseau, grand militant communiste et stalinien devant l'Éternel. Ce soir, nous avons parmi nous le camarade Emmanuel Delachery, que j'ai eu l'immense plaisir de connaître dans le Val d'Oise il y a de nombreuses années, à l'époque où nous n'étions pas dans les courants. Et depuis, il a parcouru un petit bout de chemin, il a quitté le Val d'Oise, traître, et il est maintenant parisien et surtout il est directeur départemental à l'URSSAF. Voilà, ce qui lui donne donc de son point de vue professionnel un angle de vue et de compétences qui nous sera utile pour la soirée. Ça tombe bien puisque c'est lui qui tout de suite va entamer sa présentation et après, comme à chaque fois, nous aurons un échange entre nous et surtout avec Emmanuel pour revenir sur des points que vous voudriez préciser, sur les questions qui vous semblent ne pas avoir été abordées. Et nous avons jusqu'à 21h. Avant la fin, je referai un tout petit point sur le programme des prochaines séances, puisque nous sommes à peu près complets jusqu'à fin décembre et que nous avons déjà des dates pour janvier et pour mai de l'année prochaine qui sont inscrites. Voilà, pas tout entre janvier et mai, il y a encore un gros trou, mais ça va venir. Voilà. Emmanuel, c'est à toi. Merci Frédéric de m'avoir invité à intervenir sur ce sujet. Alors 70 ans de sécurité sociale, je choisis le thème évidemment en référence à l'anniversaire, hein, puisque comme le disait Frédéric, c'est en effet les 70 ans des ordonnances du 4 octobre, du 16 octobre, du 30 octobre 45, parce qu'en réalité il y avait 3 ordonnances qui ont institué la sécurité sociale. Je pense que c'est un point de départ intéressant au-delà de l'aspect commémoratif, parce que je me suivrai un petit exercice que je crois assez riche, qui est finalement de reprendre un petit peu les principaux principes énoncés dans l'ordonnance de 45, de voir comment ils avaient évolué ou pas dans le temps, à la fois dans leur compréhension, dans leur signification, dans leur mise en œuvre, et puis de voir aussi l'actualité des débats sur la sécurité sociale et sur la protection sociale au sens large, débats d'aujourd'hui au travers de ces principes. Alors, quelques mots en introduction pour dire peut-être ce qu'est la protection sociale et dans la France de l'après-guerre. À la différence d'un certain nombre d'autres pays, le système de protection sociale est très peu avancé en France. Hein. Dans l'entre-deux-guerres, la France accuse un certain retard en termes d'assurance sociale, puisqu'on a un système qui est beaucoup plus développé, par exemple en Allemagne, puisqu'on a eu sous l'influence du Bismarck toute une série de législations sur les assurances sociales qui couvrent à la fois les accidents du travail, les maladies, la retraite. En Grande-Bretagne, on a eu également le National Insurance Act juste avant la Première Guerre mondiale, qui lui aussi a institué un certain nombre de choses. Du côté français, c'est beaucoup plus laborieux. Le premier exemple qu'on cite souvent, et à raison, de manifestation d'un début de protection sociale, sécurité sociale, c'est la loi d'avril 1898 sur les accidents du travail,
Pourquoi on la considère comme finalement un embryon de protection sociale? Parce que c'est la première fois finalement qu'on va instituer une indemnisation du préjudice sur la base d'un risque. C'est-à-dire qu'à partir suite à la loi de 1898, ce sera plus nécessaire finalement de reconnaître une faute de l'employeur pour avoir droit à réparation. C'est la nature même d'un préjudice réalisé dans un cadre professionnel qui crée l'indemnisation et le droit à réparation. Loi fondamentale dans la construction de l'État social en France. Il faut se représenter qu'elle a été pour autant très très difficile à faire voter. En 1898, quand elle est votée, elle intervient après 18 années de débat parlementaire sur le sujet. Et en réalité, elle sera étendue à l'ensemble des travailleurs couverts par un contrat de travail au moment du Front populaire, 1938. Donc, vous voyez qu'entre le début des débats, au début des années 1880, 1938, près de 50 ans en réalité pour que cette première loi trouve sa pleine application dans l'ensemble du secteur privé. Il y a eu malgré tout avant la Première Guerre un épisode, un élément de construction d'un but de protection sociale avec la création d'un régime des retraites ouvrières paysannes, sauf que le régime de retraite en question va être créé par capitalisation, a fortiori sur une base facultative, donc il va toucher que 40% de la population, et dans le contexte de l'inflation post-Première Guerre mondiale, autant dire que le régime va être rapidement balayé, servir des prestations d'un montant très faible. Donc voilà où on en est au début des années 30 en France, quand arrive la crise économique. À ce moment-là, on a la première loi, on considère souvent un peu comme la première, premier tournant dans la création de la sécurité sociale française, qui est la loi du 30 avril 1930 sur les assurances sociales. Elle est importante parce que, d'une part, elle concerne une grande partie du salariat, alors pas les cadres, pas les salariés agricoles, on n'est pas du tout sur une application globale, mais l'idée c'est quand même de toucher l'ensemble des salariés de l'industrie du commerce. Elle est multirisque, c'est-à-dire qu'elle couvre à la fois les risques maladie, maternité, décès, et chose nouvelle, elle est basée sur un système de double cotisation de l'employeur et du salarié à part égale. Sauf que, chose très différente par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui de la sécurité sociale, chaque assuré a le choix de choisir un organisme d'affiliation. Alors ça pourra être une caisse religieuse, une caisse mutualiste, une caisse ouvrière. Et pour tous ceux qui ne font pas de choix, on va créer dans tous les départements une caisse départementale. Et finalement, ce sont ces caisses départementales-là, on le verra après, qui, après-guerre, vont constituer finalement le réseau des caisses de sécurité sociale, de la nouvelle sécurité sociale. Ce qui se développe en revanche un petit peu plus fortement en France dans les années 30, c'est le système d'allocation familiale, qu'on appelle à l'époque la compensation des charges de famille, et qui intervient évidemment dans le cadre d'une politique nataliste. La France, la Première Guerre mondiale, manque d'enfants, on a une stagnation dans l'évolution de la population française, un moment où, avec la montée des conflits et avant la Deuxième Guerre mondiale, on mesure bien que ça va être un vrai handicap, et donc on va créer 3 allocations,
en tout cas, on va avoir une généralisation de 3 allocations en 1932. L'allocation familiale au deuxième enfant, ça vient de là, le fait qu'en France, on alloue une allocation familiale uniquement à partir du deuxième enfant. Ça vient clairement d'une politique, de la politique nataliste des années 30, qui vise justement à considérer qu'il faut des familles à partir de 2 enfants pour faire croître la population. On a aussi une prime de naissance et une allocation de mère au foyer, grande modernité il en est, l'exception de mère au foyer, qui sera transformée en allocation de salaire unique par le gouvernement de Vichy, puisque le gouvernement de Vichy va évidemment conserver ce système-là et le développer dans l'optique que l'on sait. Voilà les créations, entre guillemets, françaises de protection sociale la Deuxième Guerre. Alors, avant la Deuxième Guerre, alors si je devais être tout à fait complet, il faudrait évoquer évidemment le fait que dans le secteur public, on a déjà toute une série de régimes spéciaux qui ont été constitués avant la Deuxième Guerre mondiale, notamment dans les industries électriques et gazières, par exemple, mais également dans la SNCF qui a été nationalisée en 1937. Il y a aussi très tôt, dans ce cadre-là, la mise en place, dès le départ, je crois, la mise en place d'un régime de retraite spécial. Et puis, il y a, on va dire, l'héritage aussi de tout la vision patronale, paternaliste à la française, avec toute une série de systèmes de prévoyance construits généralement dans le cadre d'entreprises, dans le cadre de certaines entreprises. Donc, un système fragmenté, uniquement basé sur l'aspect facultatif, à l'exception de la politique familiale, qui est l'expression, on va dire, de la politique familiale nataliste de la France des années 30 et début des années 40. Et donc, changement de paradigme assez important lorsque, dans le cadre de l'élaboration du programme du Conseil national de la résistance en 1944, les membres du CNR envisagent la création d'un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des assurés des intéressés de l'État. Alors évidemment, il y a plein de mots importants là-dedans. Plan complet, ça évoque à la fois la généralisation à l'ensemble de la population, mais aussi le plan. C'est-à-dire le plan, c'est une stratégie de généralisation par l'État à tous les citoyens. Quand on dit tous les citoyens, derrière en germe, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc dans le programme du CNR, il y a évidemment derrière la question de l'obligation et la création d'un monopole autour de l'ensemble de ces protections collectives. Et puis évidemment, la notion de revenu remplacement, incapable de se procurer par le travail, on est bien dans l'indemnisation du préjudice du travailleur qui a pu la capacité de toucher un salaire. Gestion appartenant aux représentants des intéressés de l'État, c'est l'autonomie de gestion, c'est l'idée derrière de la démocratie sociale, telle qu'elle monte aussi en puissance dans les réflexions plus globalement du Comité national de la résistance à ce moment-là. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, et c'est toujours intéressant d'ailleurs de ce point de vue-là avec la résistance française, c'est-à-dire qu'à la fois c'est, on va dire, l'expression des différentes sensibilités de la résistance, et en même temps c'est très... il y a une vraie inspiration de ce qui se passe dans le monde anglo-saxon. Alors, en partie, au départ, sur ce qu'a mis en place Roosevelt, c'est-à-dire Roosevelt, premier Social Security Act en 1935, la première fois, ça peut sembler hallucinant, quand on voit ce que sont les États-Unis d'aujourd'hui, les difficultés d'Obama à faire une toute petite réforme de l'assurance santé.
à ce moment-là, l'Amérique de Roosevelt, elle est pionnière dans cette vision-là. C'est-à-dire c'est des idées qui sont portées par Keynes à l'époque et qui sont au cœur du New Deal. Donc inspiration américaine, mais surtout inspiration britannique. Un rapport très important est élaboré en 1942 en Grande-Bretagne, qui s'appelle le rapport Beveridge. Le rapport Beveridge, il a l'ambition de protéger les citoyens britanniques du berceau à la tombe. C'est vraiment l'expression qui est restée dans l'expression de l'époque, en luttant contre les 5 grands maux de l'histoire. Alors les 5 grands maux de l'histoire pour Beveridge, c'est la maladie, l'ignorance, donc ça va au-delà de la sécurité sociale, derrière il y a évidemment l'éducation et l'instruction publique, le besoin, la misère et l'oisiveté, comme un des mots de l'histoire. Et ce qui est de très original dans le plan Beveridge, c'est qu'il va essayer de concilier finalement à la fois des logiques d'intérêt général et des logiques de démocratie sociale, finalement en envisageant que du côté la création du Health National Service, donc un système public de santé, des allocations familiales financées par l'impôt, d'une part, et d'autre part, des systèmes d'assurance sociale, je dirais plus classiques, notamment en matière de maladies et retraite, donc des revenus de remplacement financés par des cotisations. Et cette innovation anglo-saxonne de l'époque, on va la retrouver dans la déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944. La déclaration de Philadelphie, c'est la naissance de l'Organisation internationale du travail. C'est vraiment un moment, un texte tout à fait important, puisque parmi les principes énoncés par la déclaration de Philadelphie, on a l'idée que l'Organisation internationale du travail soutiendra partout dans le monde des programmes propres à réaliser l'extension des mesures de sécurité sociale en vue d'assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d'une telle protection, ainsi que des soins médicaux complets. Donc la dimension même internationale de la sécurité sociale est déjà présente en 1940. Donc ça, c'est, je dirais, le soubassement intellectuel de la création de la sécurité sociale. Quand le gouvernement provisoire à la Libération s'attelle, parmi de nombreuses choses, à l'élaboration du système de sécurité sociale, il faut dire que l'idée elle est extrêmement consensuelle. Elle est consensuelle pour 2 raisons. La première, c'est le contexte, la situation de la France à la Libération. Un pays exsangue, le rationnement, des vrais problèmes d'épidémie, d'accès aux soins. Le seul moyen pour remédier à toutes ces séries de difficultés, c'est bien d'avoir la prise en charge par l'État et les acteurs sociaux, et notamment les organisations syndicales, de la mise en place de ces dispositifs de sécurité sociale. Et puis c'est également finalement une idée qui est très partagée à la fois par, on va dire, la résistance gaulliste, ou en tout cas la résistance des mouvements, et le Parti communiste et la CGT de 1945. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que finalement les principales figures de pères fondateurs de la sécurité sociale sont finalement issus de ces 2 mondes-là. Et d'ailleurs c'est très intéressant, même dans la succession des ministres du Travail. Le premier ministre du Travail de 1944 à octobre 1945, c'est Alexandre Parodi. Alexandre Parodi, c'était un proche de Jean Moulin, à qui Jean Moulin a confié la réunion d'un certain nombre de comités d'experts dans la clandestinité à partir de la fin 42, début 43. Ensuite, il part, il fait plusieurs voyages à Londres. Il revient comme ministre du Travail et de la Sécurité sociale
du général de Gaulle, avant d'être ensuite le représentant de la France au Conseil de sécurité, ce qui à l'époque signifiait peut-être davantage quelque chose qu'aujourd'hui, mais vraiment c'est un autre débat. Et donc ça, c'est le premier ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Le second ministre du Travail et de la Sécurité sociale, c'est Ambroise Croizat, communiste, syndicaliste, signataire des accords de Matignon en 1936, emprisonné pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ces deux figures-là qui vont marquer politiquement la création de la sécurité sociale, elles sont intéressantes. Et puis le troisième personnage qu'on peut citer et qu'on connaît également, c'est Pierre Laroque, sur le versant plus, on va dire, haut fonctionnaire, mais qui avait dès le départ cette vision d'une sécurité sociale multirisque à généraliser à l'ensemble de la population. Alors, on peut d'ailleurs, là aussi, comme on évoquait le texte du programme du Conseil national de la résistance, évoquer le texte des ordonnances d'Automne 1945, puisque finalement on dit l'essentiel en peu de mots. La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Il s'agit de débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain, là aussi très belle formule, et donc de procéder à l'aménagement d'une vaste organisation nationale d'entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralité, à la fois quant aux personnes qu'elle englobe et quant aux risques qu'elle couvre. Donc là, il y a un peu... il y a finalement tous les principes, bon, j'ai pas tout lu, mais tous les principes finalement de la sécurité sociale sont dans les ordonnances de 1945. Et je les ai repris là, parce que ce que je vais essayer de faire ensuite, c'est de regarder sur chacun de ces principes, de voir déjà est-ce qu'ils ont été mis en œuvre, comment ils ont évolué dans le temps, et ce qu'on peut dire aujourd'hui du débat autour de chacun de ces principes. Dans l'esprit des fondateurs de la sécurité sociale, il devait y avoir un système unique. C'était justement très prégnant, cette idée finalement de rationaliser déjà un système très épars de caisses mutualistes, etc. Donc de rationaliser l'organisation de tout ça, et puis de faire bénéficier à tous les travailleurs qui n'en bénéficiaient pas pour l'instant de la sécurité sociale. Et donc pour assurer cette généralisation, ce que les fondateurs avaient en tête, c'était des institutions uniques. Et au départ, d'ailleurs, la notion de branche n'existe pas du tout. Les caisses de sécurité sociale sont des caisses qui couvrent l'ensemble des risques et aussi l'aspect financement, recouvrement des cotisations. Deuxième principe, l'universalité des risques. Alors, l'universalité des risques, on verra comment cette notion a pu évoluer, parce que l'universalité des risques, dans l'esprit dans la France de 1945, c'est évidemment la maladie, l'invalidité, le décès, la maternité, la famille au travers, on va dire, de la continuation, parce qu'il y a quand même une certaine forme de continuité, il faut le dire, dans la politique familiale et donc dans les premières allocations familiales mises en place dans les années 30, les accidents du travail, évidemment, on en a parlé, législation la plus ancienne, et également, évidemment, régime vieillesse. Il n'y a pas, à cette époque-là, c'est pas venu à l'idée des concepteurs de la sécurité sociale qu'il puisse y avoir une protection contre le risque de chômage. C'est pas présent dans les travaux. Donc cette notion, comme de la même façon, la dépendance des personnes âgées n'est pas un sujet non plus dans la fin des années 45. Alors, je dis tout ça parce que la référence, évidemment, au principe fondateur, c'est très important. En même temps, la société française de 1945, elle n'a rien à voir avec la société d'aujourd'hui. Donc, la représentation qu'on se fait de quels sont les risques sociaux qu'un système de protection collective doit couvrir, elle est évidemment pas du tout la même. Troisième principe,
le financement par des cotisations assises sur les revenus du travail. Alors ça, c'est évidemment aussi au cœur de la création de la sécurité sociale. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on dit qu'on est sur un système hybride, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans la visée vraiment du système unique, généralisé à l'ensemble de la population, etc. Donc, on va dire une vision beveridgienne, hein, pour reprendre l'expression consacrée. J'évoquais tout à l'heure le rapport Beveridge, mais en même temps, logique plus bismarckienne, c'est-à-dire c'est des cotisations qui doivent... on est sur un système contributif, donc des cotisations sont versées et doivent ensuite permettre de financer le versement de prestations. L'idée même que l'impôt puisse participer au financement de la sécurité sociale est une idée mais, qui est en dehors du champ de réflexion de l'époque. Parce qu'on considère, et c'est le quatrième principe, que que le financement par l'impôt rend totalement impossible l'autonomie de gestion de la sécurité sociale par les partenaires sociaux. Si on veut avoir l'autonomie de gestion, il faut avoir un système de financement propre avec un système de cotisation versé à la fois par les employeurs et les salariés. Voilà ce que je voulais dire en introduction au travers de ces différents principes. Alors, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de prendre chacun de ces principes et puis de voir finalement est-ce qu'on les a mis en œuvre, sinon pourquoi, est-ce qu'ils gardent une certaine importance, un certain intérêt dans le débat public aujourd'hui ou non. Alors tout d'abord, unicité des institutions, là c'est assez facile de répondre à la question puisque on est loin d'avoir mis en place un système des sécurités sociales unies. Finalement, ce qui caractérise d'une certaine façon l'histoire des organisations de sécu de 1945 à nos jours, c'est la généralisation sans limiter. On a cherché par ajouts successifs à généraliser la sécurité sociale à l'ensemble de la population, mais sans finalement unifier l'ensemble du système. Alors il faut dire d'ailleurs que c'est très tôt un échec, cette volonté d'unification après-guerre. D'une part, alors qu'on peut... volonté d'échec, pourquoi les régimes spéciaux veulent continuer à rester autonomes. Bon, donc déjà, ils ne veulent pas rentrer dans le nouveau régime de sécurité sociale. Les cadres, en 1947, constituent l'AGIRC, les représentants syndicaux cadres, ce qui est aussi la naissance de la CGC à l'époque, et donc veulent un système de retraite spécifique au sein du salarié. Les travailleurs indépendants, alors là, déjà au départ, ils sont contre l'idée de sécurité sociale tout court, et quand ils vont y venir progressivement, hein, ça mettra du temps, hein, dans les années 50, 60, ça sera pour avoir leur propre régime, tant sur la maladie que sur la retraite. Quant au monde agricole, c'est la même chose. L'unification dans le monde agricole, ça a été que d'avoir une caisse qui couvre à la fois les exploitants agricoles et les salariés agricoles, mais ça ne va pas au-delà. On n'envisage pas non plus d'intégrer le régime général. On voit là que, on va dire, c'est aussi ce qu'est la réalité de la société française, qui est une société assez compartimentée, la force des classes sociales à l'époque, qui explique ces situations. Pour autant, je crois qu'il y a un point important à souligner, c'est que la création de la sécurité sociale, c'est évidemment un moment très fort
dans l'intégration de la classe ouvrière dans la communauté nationale. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas oublier, même si après on a toute une série de catégories socio-professionnelles qui choisissent de ne pas rentrer dans le moule du régime général, inversement, toute la classe ouvrière va y être. Et ça, c'est un changement aussi très important par rapport à une situation antérieure où il y avait un peu de protection sociale, c'était une protection sociale d'entreprise, sous l'égide du patron, etc. Bon, et les premières caisses ouvrières, enfin, c'était sur des champs limités, avec surtout des moyens très limités. Là, ça change quand même énormément de choses pour la classe ouvrière et donc pour le salariat au sens large. Alors, petit graphique alors je ne sais pas si tout le monde voit, pour voir où on en est arrivé aujourd'hui. Voilà. Un truc unifié. Alors là déjà, je félicite c'est le musée d'histoire de la sécurité sociale qui a fait ça parce que c'est déjà remarquable d'arriver à mettre ça sur une page. C'est le seul que j'ai trouvé en fait sur une page. Parce qu'en général, c'est pas possible. Alors il y a énormément de sigles. On va pas tous les égrener. Bon, alors on a quand même notre régime général en haut, hein, avec les 4 branches. CNAM, branche maladie, CNAF, branche vieillesse, la COS, le recouvrement des cotisations, la CNAF, branche famille. À côté, le RSI, j'y reviendrai après dans le cadre des évolutions récentes donc, pour les indépendants. Je vous passe le fait qu'entre les indépendants, à l'intérieur des indépendants, il y a aussi beaucoup de différences, c'est-à-dire qu'on a quand même des caisses de retraite pour chacune des professions libérales, la partie maladie n'est pas gérée comme la partie vieillesse, enfin bon, c'est complexe. Donc la MSA avec la caisse centrale et ses caisses locales et les autres régimes spéciaux. Et pour faire simple, évidemment, on a double tutelle, puisque on a à la fois la tutelle du ministère de l'économie et des finances d'une part, du ministère des affaires sociales et de la santé d'autre part. Tout ça étant un petit peu rationalisé par le fait qu'il y a une seule direction de la sécurité sociale qui traite à la fois des questions de financement et de prestations, mais en général, qu'on soit de droite ou de gauche, il y a toujours au moins 2 ou 3 ministres et 4-5 secrétaires d'État qui interviennent dans le champ de la sécurité sociale, ce qui est rarement un élément visant à la cohérence de l'action publique. Voilà pour le tableau. Alors, je précise que ce tableau, qui est compliqué, ne couvre pour autant que ce qu'on appelle les régimes de base. Puisque là, ce que je n'ai pas représenté, alors là je pense que c'est vraiment impossible de mettre tout sur une diapo. Ce que je n'ai pas représenté, ce sont les régimes complémentaires. Alors, régime complémentaire de retraite, j'ai parlé tout à l'heure de la création de l'AGIRC en 1947. On aura un petit peu plus tard, au milieu des années 60, la création de l'ARCO. On aura ensuite, loi de 72, loi Royer, la définition du caractère obligatoire des régimes de retraite complémentaires. Donc on vit quand même depuis 40 ans dans un système où les régimes de base et les régimes complémentaires sont tous les deux obligatoires, mais tous les deux gérés de manière différente avec des règles de fonctionnement, différentes. Ça fait maintenant plus de 40 ans que ça dure. Et le fait qu'on ait généralisé n'a absolument pas mis fin à la séparation cadre-non-cadre. Aujourd'hui, on a un GIE, Agirc-Arrco, qui regroupe, on va dire, alors ça dit bien son nom, un GIE, un groupement d'intérêt économique, donc qui regroupe, on va dire, des services communs pour les deux entités, mais conseils d'administration différents et règles d'indemnisation et de calcul de la retraite très différentes entre l'ARCO et l'AGIRC. Bon, donc l'unification n'y est pas, loin de là. Alors, il y a eu quelques
quelques évolutions dans le sens de l'unification, mais elles sont limitées. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme... bon, d'une part, c'est pas le point le plus important, on a une extinction progressive des petits régimes spéciaux, puisque notamment dès lors que vous avez des régimes dans lesquels on ne prend pas de nouveaux cotisants, ou on va dire les salariés qui rentrent dans ces entreprises, dans ces régimes, sont au régime général, par définition, le régime s'éteint progressivement. On a toujours une caisse nationale de sécurité sociale dans les mines, dont les seuls cotisants aujourd'hui sont les salariés du régime. C'est-à-dire que les salariés qui gèrent le régime sont les derniers cotisants. Alors, ensuite, il y a encore des pensionnés, enfin surtout des veuves d'ailleurs, mais il y a quasiment plus de cotisants. Chaque année, chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale, discrètement, fait disparaître un ou deux petits régimes spéciaux. Bon, enfin, c'est toujours présent dans le paysage. Alors, deuxième, finalement, seul regroupement un peu important qui s'est mis en place, c'est le RSI, mais en même temps, bon, je reprends les termes de la Cour des comptes, ça a été une catastrophe industrielle. C'est-à-dire que le truc a été mal préparé, c'était Dutreil à l'époque, de droite pour ceux qui s'en souviennent, qui était en charge de ce sujet-là. Le truc a été fait sans que les systèmes d'information soient prêts, avec une répartition des missions entre l'URSSAF et le RSI absolument pas adaptée à une gestion simple des choses. Donc autant dire que c'est un exemple qui risque, ou en tout cas un mauvais exemple, qui risque de freiner les ardeurs on va dire, de réformes structurelles à venir. Alors, du coup, on peut dire qu'unification, enfin c'est un peu un débat au point mort. Pourquoi c'est un débat au point mort, à mon avis ? Parce que d'une part, il est essentiellement porté par une volonté de rationalisation des moyens, limitation des coûts quand il est porté, généralement à droite, parfois également à gauche, mais sans objectif. Il n'y a pas d'objectif fédérateur et mobilisateur autour de la création d'un régime unique de sécurité sociale. Quand votre seule ambition c'est de limiter les moyens, raréfier les moyens humains, même si dans l'absolu on peut tout à fait considérer qu'on pourra faire des économies de gestion en regroupant un certain nombre d'organismes. Si votre seul horizon c'est celui-là, il y a peu de chances d'arriver à mobiliser les personnes concernées autour de cet objectif-là. La deuxième raison, c'est que finalement, ça fait un moment qu'on s'est rangé, en tout cas les pouvoirs publics se sont rangés autour de l'idée que c'était pas ça l'important, que l'important c'était finalement de mutualiser un certain nombre de réalisations, d'interconnecter les systèmes d'information, et que c'était ça finalement le défi d'aujourd'hui. Deux exemples de ce point de vue-là, c'est la création du groupement d'intérêt public GIP Info Retraite, c'est-à-dire cette capacité maintenant, qui est encore à développer, mais de pouvoir avoir une vision globale de la carrière des assurés, quel que soit le régime par lequel ils sont passés. Ça marche bien maintenant sur les régimes de base, en tout cas les principaux régimes de base, avec les bases et complémentaires, c'est en cours. Mais c'est en même temps, eu égard à la masse des informations concernées, quand même une belle réalisation, on va dire, de la sécurité sociale à la française, d'avoir un système unique de gestion des données des carrières des Français. Et puis l'autre exemple qu'on peut donner, c'est autour alors cette fois dans l'unification des régimes de base et complémentaires, autour de la gestion du tiers payant, c'est-à-dire il y a toujours
j'ai toujours un régime de une caisse de sécurité sociale, en l'occurrence généralement une caisse primaire d'assurance maladie et une mutuelle, mais j'ai une gestion globale du système qui fait que j'ai pas une double démarche à faire pour me faire rembourser mes soins. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais le débat il est bien double, hein, et c'est pas le même. Il y a un débat à la fois sur un débat, pas de débat, en tout cas une question autour de l'unification des régimes de base. Puis après il y a la question du rapprochement base complémentaire. C'est pas quand même le même, c'est pas quand même les mêmes sujets. Même s'il interroge la séparation régime de base, régime complémentaire, je vais revenir après, interroge particulièrement s'agissant de l'assurance maladie. C'est-à-dire que dès lors que là aussi on va sur un système finalement de complémentaires obligatoires, l'intérêt d'avoir à terme encore de système, dès lors qu'on définit des niveaux minimums de remboursement ou de protection à assurer dans le cadre de complémentaires santé, la question elle était déjà posée et elle est peut-être encore à nouveau, encore plus prégnante aujourd'hui avec le processus en cours de généralisation de la complémentaire santé pour les salariés. Donc l'unité, on en est. Alors, je reviens, deuxième principe, universalité des risques. Alors ça, pour le coup, on peut considérer que depuis 1945, on a quand même allé vers un processus d'universalisation croissante des droits et des prestations. C'est particulièrement vrai au niveau des prestations familiales. Depuis 1974, les prestations familiales sont les mêmes pour l'ensemble des familles. Qu'on soit pour le coup salarié agricole, salarié normal, exploitant agricole, travailleur indépendant, les prestations familiales sont les mêmes. Et ça a d'ailleurs débouché sur le fait que, à quelques exceptions près, notamment la partie agricole qui reste à part, ce sont les CAF qui gèrent les prestations familiales pour l'ensemble des familles, et là encore, que les personnes soient salariés, travailleurs indépendants. Donc là, il y a vraiment eu un mouvement d'universalisation très fort au niveau de la branche famille. Et plus encore au niveau de la branche famille, il y a eu une transformation assez radicale du type de prestations versées. C'est-à-dire qu'on est passé d'un système où il y avait des prestations familiales, c'était à peu près tout, on avait encore les primes de naissance, mais enfin, c'était pas grand-chose. Un système actuel où finalement la branche famille, certes elle verse des prestations familiales, mais elle intervient aussi dans tout un nombre très important de prestations de solidarité. Ça a commencé dans les années 70 quand on a confié au CAF la gestion de l'allocation adulte handicapé, 75. Ensuite, il y a eu tous les différents systèmes d'aide au logement, et puis évidemment la création du RMI en 1988, devenu ensuite RSA, et donc le rôle central joué par les CAF, avec la difficulté pour les caisses d'allocation familiale de la multiplicité des donneurs d'ordre. C'est-à-dire que quand je verse l'allocation adulte handicapé, je le fais pour le compte de l'État. Quand je verse le RSA, c'est pour le compte de département. Et quand je verse des prestations familiales, je suis dans le champ de la sécurité sociale. Donc multiplicité finalement d'acteurs. Mais quand même, cette identification très forte pour les Français de la CAF comme finalement la caisse, l'organisme qui sert à la fois des prestations familiales et des prestations de solidarité. Alors, avec... Plus dans les années 2000, le financement d'un certain nombre de politiques publiques, notamment pour les collectivités. Oui, et avec, tu as raison de le dire, et avec finalement de plus en plus une logique de service qui s'est ajoutée à la logique de prestation. C'est-à-dire qu'en fait, les CAF financent beaucoup de structures collectives de garde,
Et donc, quand on regarde l'évolution finalement on va dire du budget de la branche famille, on a de moins la part des prestations allocation familiale diminue. On revient juste après autour du débat sur la modulation. Il y a les prestations de solidarité qui restent à un niveau important, même si je souhaiterais qu'elles soient, pour certaines d'entre elles en tout cas, plus importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, un financement de la garde d'enfants, où pour le coup on peut dire que l'action est tangible. Pour avoir un repère, entre 2012 et aujourd'hui, c'est d'ailleurs un peu sur lequel on communique peu, je ne sais pas pourquoi, mais y compris des choses sur lesquelles les domaines d'action publique sur lesquels des choses qui ne se communiquent pas, entre en gros 2012 et aujourd'hui, c'est plus 10% de places de garde, financées par la branche famille. Donc c'est quand même assez significatif. Alors avec un résultat qui est plutôt, c'est un autre graphique, qui est plutôt aussi intéressant quand on voit les performances en France en natalité. Alors c'est intéressant que la France réussit beaucoup mieux sur le champ des naissances depuis qu'elle a une politique moins nataliste. En tout cas, qu'elle a abandonné la vision très nataliste de la politique telle qu'elle était en 1945. Alors, c'est toujours évidemment la prise en compte de l'enfant. Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant dans le graphique, c'est l'évolution très singulière de la France par rapport aux autres pays. C'est-à-dire, on a une progression depuis 20 ans de l'indice conjoncturel de fécondité. On passe de 1,7 ici à plus de 2 depuis le milieu des années 2000. Et puis on a aussi un nombre de naissances élevé, et j'ai regardé, la France c'est le seul pays européen où les naissances n'ont pas baissé depuis la crise 2008. Alors, dans tous les pays européens, quasiment, vous voyez qu'à partir de 2008, le nombre de naissances, et en France, l'année 2010, c'est l'année où on a fait le plus d'enfants de l'histoire de la population française. C'est en soi une spécificité française. Alors, d'ailleurs, faut pas. C'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est pas. Faut pas s'imaginer qu'en soi, c'est le système de prestations familiales qui est la variable d'ajustement de tout ça. Mais tout ça est quand même intéressant, puisqu'on peut quand même mettre ces éléments quand même un petit peu quand même à l'actif des politiques conduites dans le domaine. Alors, donc pour terminer sur l'universalisation des prestations et des services dans la branche famille, un débat quand même sur la question de la modulation. Parce que ça, c'est vraiment un débat d'aujourd'hui. Vous savez que depuis le 1er juillet de cette année, on n'a plus le même montant de prestations familiales qui est versé à l'ensemble des familles, puisqu'en fonction des niveaux de revenus, le montant des prestations familiales peut être divisé par 2 ou par 4. Le gouvernement a indiqué que dès lors que finalement l'ensemble des familles continuaient à toucher des prestations, on restait dans un système universel, puisque chacun touchait. C'est en même temps quand même un peu une remise en cause pour le coup un peu principielle de la sécurité sociale. C'est-à-dire que l'idée de l'équilibre de la politique familiale, c'était quand même de dire qu'il y avait un équilibre entre ce qu'on faisait, le rôle du quotient familial au niveau fiscal, d'une part, et puis d'autre part, le fait qu'on versait des prestations familiales identiques pour l'ensemble des familles, enfin, en tout cas pour un rang d'enfant égal. Bon. Il y a un risque quand vous faites ce type d'évolution,
d'alimenter la remise en cause de la sécurité sociale. C'est-à-dire sur le thème, finalement, moi je cotise, mais derrière j'ai des prestations qui sont 2 fois ou 4 fois moindres qu'avant, et surtout que le gouvernement a en même temps réformé le quotient familial. C'est-à-dire que si on avait fait que la réforme du quotient familial, on aurait pu même d'ailleurs aller plus loin, même jusqu'à la suppression du quotient, mais qu'on avait dit, mais on maintient les prestations familiales, voire, ce qui est tout à fait possible d'un point de vue financier, en supprimant complètement le quotient familial, on pourra faire de l'allocation familiale dès le premier enfant, puisque le quotient familial, il profite au premier enfant. Bon. C'est pas le choix qui a été fait, et bon, on pourra avoir le débat ensuite, mais objectivement, le fait d'avoir à la fois fait la réforme du quotient familial et la baisse de cette modularité là, des allocations familiales a certainement brouillé le message sur la politique, ce qui est d'autant plus, d'une certaine façon, regrettable en réalité, finalement, c'est la seule petite entorse mise dans ce processus d'universalisation, et donc il y a presque un risque finalement de fragiliser le discours, alors que pour l'essentiel, cette universalisation, elle est là. Alors, on va espérer qu'on va faire mieux sur la maladie, puisque c'est le débat dans ce moment sur la protection maladie universelle, qui est un débat très intéressant aussi, parce que dans l'assurance maladie, là aussi, si on revient à 45, on rentre dans l'assurance maladie, on rentre dans la sécurité sociale parce qu'on s'affilie, parce qu'on est affilié. La notion d'affiliation, c'est on y entre par le professionnel. On est affilié en tant que salarié, en tant que travailleur indépendant, en tant que retraité, en tant que chômeur. Bon. Et donc, ça reste très prégnant aujourd'hui dans l'organisation de l'assurance maladie, qui fait qu'en fait, l'assurance maladie, on passe son temps à chercher à quel titre les gens sont affiliés. Et parfois, toute la complicité de la gestion, c'est qu'on est souvent affilié parfois plusieurs fois, ne serait-ce que parce que sinon, je sais pas, si on peut être à la fois travailleur indépendant, salarié, même salarié de plusieurs entreprises, etc., enfin, dans des départements différents, donc relevé de CEPAM différents, bon, bref. Tout ça peut être potentiellement assez compliqué. Or, on a apporté là aussi une révolution copernicienne, je pense, majeure, quand on a créé la couverture maladie universelle en 1999. Pourquoi la CMU, c'est une révolution copernicienne? Parce qu'en fait, on a dit, mais finalement, pour légitimer la création de la CMU, dans sa partie de base, puisque la CMU, il y a 2 parties, la couverture de base et la partie complémentaire. On a dit pour tous les gens, on ne savait pas trop pour quelles raisons on les affiliait. On ne savait pas comment les affilier. C'était pas salarié, c'est pas chômeur. Bon. On a dit, c'est simple en fait. On va appliquer le critère de résidence tel qu'on l'applique en matière fiscale. Donc, vous savez, critère de résidence en matière fiscale, c'est je suis au moins 6 mois en France sur une année donnée, je suis assujetti à l'impôt sur le revenu en France. Et de la même façon, on a dit, vous êtes plus de 6 mois en France, conditions de résidence, vous bénéficiez des prestations d'assurance maladie. Et ça, on n'en a pas tiré tout de suite l'ensemble des conclusions, mais ça change vraiment de choses. Ça veut dire que finalement, on n'est plus affilié. Alors, on a encore un système d'affiliation, mais finalement, le critère par lequel on considère qu'on va verser des prestations, c'est la condition de résidence. Et donc, on le retrouve ça dans le débat actuel, puisque ce que prévoit, alors là c'est vraiment l'actualité parce que c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui prévoit, c'est dans le cadre de la mise en place de cette protection maladie universelle, c'est finalement la fin de la notion d'ayant droit majeur. C'est-à-dire que finalement chacun va être un assuré de la sécurité sociale sans être défini sur la notion d'affilié ou d'ayant droit. Et puis une fois qu'on a droit à la sécurité sociale, on n'a
pas à refaire des démarches pour se raffilier ailleurs. Ce qu'il faut bien voir, pour parler un peu aussi de choses un peu concrètes, information, que ça crée des problèmes assez compliqués quand même, cette situation. Je prends un exemple. Un salarié agricole, il tombe au chômage, il a droit à un certain nombre de maintien de droit, puis après ça s'arrête. S'il veut continuer à être couvert pour ses prestations, il faut qu'il passe au régime général. Puisque le régime agricole n'est pas prévu pour les gens qui n'ont plus de maintien de droit dans le système. Donc il faut qu'il aille dans le régime général pour bénéficier de la CMU de base. Bon. Voilà des genres de situations concrètes du quotidien dont pâtissent un certain nombre de gens qui pourraient améliorer l'avenir.